Troisième chapitre. Y a-t-il de la vie intelligente ailleurs? Dans ce chapitre, j'aimerais spéculer un peu sur le développement de la vie dans l'univers et, en particulier, sur le développement de la vie intelligente. J'y inclurai l'espèce humaine, quoiqu'elle se soit montrée souvent bien stupide au cours de l'histoire et peu soucieuse de la survie des espèces. Je discuterai deux questions. Quelle est la probabilité qu'il y ait de la vie ailleurs dans l'univers? Et comment la vie va-t-elle évoluer? C'est une observation courante que les choses deviennent de plus en plus désordonnées et chaotiques avec le temps. En physique, cela se traduit par le deuxième principe de la thermodynamique qui stipule que la quantité totale de désordre, l'entropie, croît toujours avec le temps. Notez bien que le principe évoque la quantité totale de désordre. L'ordre peut très bien croître à un endroit, pourvu que le désordre ailleurs soit supérieur. C'est ce qui se produit avec les êtres vivants. On pourrait même définir la vie comme un système ordonné qui se maintient contre la tendance généralisée au désordre et est capable de se reproduire, c'est-à-dire de produire des systèmes ordonnés similaires mais indépendants. Pour y parvenir, le système doit convertir de l'énergie ordonnée, nourriture, lumière du soleil, électricité, en énergie désordonnée, sous forme de chaleur. Ainsi, le système satisfait le deuxième principe qui veut que la quantité totale de désordre augmente tandis que, dans le même temps, son propre ordre et celui de ses descendants augmentent. Cela évoque des parents vivant dans une maison qui deviendrait de plus en plus mal rangée à mesure qu'arrivent de nouveaux bébés. Un être vivant comme vous et moi a généralement deux éléments fondamentaux. Une liste d'instructions expliquant comment survivre et se reproduire, et un mécanisme pour mettre en œuvre ces instructions. En biologie, on parle de gènes et de métabolisme, mais il faut souligner que cela ne s'applique pas qu'à la biologie. Par exemple, un virus d'ordinateur est un programme qui se reproduit dans la mémoire de l'ordinateur et se transmet à d'autres ordinateurs. Il satisfait donc à la définition du vivant que j'ai donnée plus haut. Comme un virus biologique, il s'agit d'un être vivant très élémentaire puisqu'il ne contient que des instructions ou gènes, mais n'a pas de métabolisme propre. En revanche, il reprogramme le métabolisme de l'ordinateur hôte. On se demande parfois si un virus est un être vivant, car il s'agit d'un parasite incapable de se reproduire seul. Je pense que les virus informatiques sont vivants. Et le fait qu'il soit destructeur dit peut-être quelque chose sur la nature humaine. Une vie créée à notre image, en somme. Je reviendrai plus loin sur les formes électroniques de la vie. Ce que nous entendons ordinairement par vie est constitué de chaînes d'atomes de carbone, associés à quelques autres atomes comme l'azote ou le phosphore. On peut certes s'interroger sur la possibilité d'une vie au silicium, mais le carbone y est plus favorable, car plus riche du point de vue chimique. L'existence même des atomes de carbone et de leurs propriétés particulières résulte d'un subtil ajustement de constantes physiques, comme la constante de couplage de l'interaction forte, la charge électrique et même la dimension de l'espace-temps. Si ces constantes avaient été différentes, le noyau de l'atome de carbone serait instable, ou ses électrons s'effondreraient sur son noyau. A priori, il paraît extraordinaire que l'univers soit si finement ajusté. Est-ce une preuve qu'il a été spécialement conçu pour accueillir l'humanité? Il faut être prudent avec de tels arguments, à cause de ce qu'on appelle le principe anthropique. Il stipule une évidence, à savoir que si l'univers n'avait pas été apte à abriter la vie, nous ne serions pas là pour nous poser la question de son existence. Ce principe a deux versions, l'une forte et l'autre faible. Le principe anthropique fort affirme qu'il existe une grande quantité d'univers, chacun avec des valeurs différentes des constantes physiques. Dans certains d'entre eux, ces valeurs permettent l'émergence d'atomes de carbone susceptibles de constituer des systèmes vivants. Comme nous vivons nécessairement dans un de ces univers, il n'y a rien d'étonnant à ce que ces constantes soient finement ajustées. Si ce n'était pas le cas, nous ne serions pas là. Mais ce principe fort n'est guère satisfaisant. Quelle signification, en effet, doit-on y donner à tous les autres univers? Et s'ils sont distincts du nôtre, comment ce qui s'y passe peut-il nous affecter?
Le principe anthropique faible est bien plus raisonnable. Il consiste à prendre les valeurs des constantes telles qu'elles sont et à tirer les conséquences du fait que la vie existe sur cette planète à ce moment de l'histoire de l'univers. Le carbone n'existait pas il y a 13,8 milliards d'années au moment du Big Bang. La température était si élevée que la matière était sous forme de particules élémentaires, protons et neutrons. Initialement, il devait y avoir autant de protons que de neutrons. Mais à cause de son expansion, l'univers s'est refroidi. Environ 1 minute après le Big Bang, la température est tombée à 1 milliard de degrés, soit 100 fois la température à l'intérieur du Soleil. Et les neutrons ont commencé à se désintégrer pour donner des protons. S'il ne s'était rien passé d'autre, toute la matière de l'univers serait constituée de l'élément chimique le plus simple, l'hydrogène, dont le noyau est constitué d'un unique proton. Mais certains neutrons sont entrés en collision avec des protons et ont formé l'élément suivant, l'hélium, dont le noyau est constitué de 2 protons et 2 neutrons. Puis, le processus s'est arrêté. À cause de la température, des éléments plus lourds comme le carbone ou l'oxygène n'ont pu apparaître, et encore moins s'assembler pour former des molécules. Il n'existe pas de vie à partir d'hydrogène et d'hélium. L'univers, poursuivant son expansion, se refroidissait. Certaines régions avaient des densités légèrement supérieures aux autres, et leur attraction gravitationnelle ralentissait leur expansion, parvenant parfois à l'arrêter. C'est là qu'apparurent les galaxies et les étoiles, par effondrement gravitationnel de ces régions, et ce processus a commencé environ 2 milliards d'années après le Big Bang. Certaines des premières étoiles devaient être plus grosses et plus chaudes que le Soleil. Elles ont brûlé l'hydrogène et l'hélium pour forger des éléments plus lourds, comme le carbone, l'oxygène ou le fer. Cela n'aurait pris que quelques millions d'années. Par la suite, certaines de ces étoiles explosèrent en supernovas, disséminant dans l'espace leurs éléments lourds qui devinrent la matière première des futures générations d'étoiles. D'autres étoiles sont trop éloignées pour que l'on puisse voir directement si elles possèdent un système planétaire. Cependant, 2 techniques permettent de s'en assurer. La première consiste à rechercher des variations régulières de la lumière émise par l'étoile. Ces variations peuvent être dues au passage d'une planète devant l'étoile. La deuxième méthode consiste à mesurer très précisément la position de l'étoile. Si une planète tourne autour, la position de l'étoile variera très légèrement. À nouveau, si cette variation est périodique, elle peut signaler la présence d'une planète. Cette recherche a commencé il y a une vingtaine d'années, et l'on a depuis lors trouvé quelques milliers de planètes autour d'autres étoiles que le Soleil. On estime qu'une étoile sur 5 possède une planète semblable à la Terre, où la vie a pu se développer. Notre système solaire s'est formé il y a environ 4,5 milliards d'années, soit quelques 9 milliards d'années après le Big Bang, à partir de gaz ensemencés de restes d'étoiles disparues. La Terre est surtout constituée d'éléments lourds, dont le carbone et l'oxygène. D'une façon ou d'une autre, ces atomes se sont assemblés pour former les molécules d'ADN. Cette molécule est la fameuse double hélice découverte dans les années 1950 par Francis Crick et James Watson à Cambridge. Les 2 brins de la molécule sont liés par des paires de bases azotées, adénine, cytosine, guanine et thymine. L'adénine d'un brin s'apparie toujours avec la thiamine de l'autre brin, et la guanine avec la cytosine. Ainsi, la séquence de bases azotées d'un brin détermine la séquence complémentaire sur l'autre brin. On peut donc séparer ces brins, ils reconstitueront tout seuls la séquence complémentaire. C'est ainsi que cette molécule se reproduit et propage l'information génétique qui est codée par la séquence de bases azotées. Certaines parties de cette séquence permettent de construire des protéines et d'autres composés capables de transporter les instructions et d'assembler les molécules nécessaires à la fabrication d'une nouvelle molécule d'ADN. Comme je l'ai dit plus haut, on ne sait pas comment les molécules d'ADN sont apparues. Les chances pour qu'une telle molécule surgisse par hasard étant très faibles, certains ont prétendu que la vie est venue d'ailleurs, de Mars par exemple, lors de la formation du système solaire, ou de bien plus loin si des germes de vie étaient disséminés dans la galaxie. Mais il est peu probable qu'une molécule d'ADN puisse survivre au rayonnement de l'espace.
Si l'apparition de la vie sur une planète était très peu probable, on conçoit qu'il ait fallu l'attendre longtemps. Plus précisément, on aurait pu s'attendre à ce que la vie apparaisse très tard, mais juste à temps pour que l'évolution des êtres intelligents comme nous se produise avant l'extinction du Soleil et la disparition des planètes dans environ 5 milliards d'années. D'ici là, une forme de vie intelligente aura peut-être maîtrisé le voyage spatial et se sera installée près d'une autre étoile. Sinon, la vie sur Terre sera condamnée. Les fossiles témoignent des premières formes de vie sur Terre il y a 3,5 milliards d'années. C'était 500 millions d'années après que la planète se fût stabilisée et suffisamment refroidie pour que la vie y apparaisse. Mais cela aurait aussi bien pu prendre 7 milliards d'années. Si la probabilité d'apparition de la vie sur une planète est très faible, pourquoi cela s'est-il produit sur Terre en un 1/14 du temps disponible ? L'apparition assez rapide de la vie sur Terre suggère que le phénomène n'est pas si exceptionnel qu'il y paraît. Peut-être l'ADN a-t-il été précédé par une forme de vie plus élémentaire. En tout cas, une fois apparu, il s'est montré si performant qu'il a dû remplacer toutes les formes de vie précédentes. On ne sait pas à quoi elles ressemblaient, mais il s'agissait peut-être d'ARN. Comme l'ADN, l'ARN est relativement simple, mais il ne possède pas de structure en double hélice. De petites séquences d'ARN sont capables de se reproduire comme l'ADN, voire de produire des molécules d'ADN. On ne sait pas encore synthétiser des acides nucléiques en laboratoire, mais en 500 millions d'années sur une planète recouverte d'un océan, il y a une bonne probabilité que l'ARN apparaisse par hasard. Quand l'ADN se reproduit lui-même, il y a parfois des erreurs. Beaucoup sont fatales et s'éliminent d'elles-mêmes. Certaines sont indifférentes, sans impact sur la fonction du gène. Et certaines autres, favorables à la survie de l'espèce, sont choisies et retenues par la sélection naturelle. Le processus d'évolution biologique a d'abord été très lent. Il a fallu 2,5 milliards d'années pour passer des premières cellules aux premiers animaux multicellulaires et un autre milliard d'années pour passer des poissons et des reptiles aux mammifères. Mais à partir de là, l'évolution semble s'être accélérée. Il n'a fallu que 100 millions d'années pour passer des premiers mammifères à nous. La raison en est que les premiers mammifères possédaient les prototypes de la plupart de nos organes actuels. Il ne manquait plus qu'un petit réglage pour passer aux humains. Avec l'espèce humaine, l'évolution a atteint un seuil critique comparable en importance à l'apparition de l'ADN. Ce fut le développement du langage, et particulièrement du langage écrit. Dès lors, l'information pouvait passer de génération en génération autrement que par l'ADN. Dans les derniers 10 000 ans de notre histoire, il y a eu des modifications de notre ADN dues à l'évolution, mais la quantité d'informations transmises d'une génération à l'autre a considérablement augmenté. J'ai écrit des livres pour transmettre ce que j'ai appris durant ma carrière de scientifique, et je le fais en transmettant ce savoir depuis mon cerveau jusqu'au passage que vous êtes en train d'écouter. L'ADN de l'homme comprend environ 3 milliards de paires de bases, mais la majeure partie de l'information qui y est codée semble redondante ou inutile. L'information utile, elle, doit être de l'ordre de 100 millions de bits. Un bit d'information est la réponse par oui ou non à une question. Pour comparaison, un roman contient environ 2 millions de bits d'information. De ce point de vue, l'ADN d'un homme est ainsi l'équivalent de 50 Harry Potter, et une grande bibliothèque contient quelques 5 millions de livres, soit 10 000 milliards de bits. La quantité d'informations disponibles dans les livres et sur Internet est 100 000 fois plus grande que celle qui est stockée dans l'ADN. Plus important encore, l'information dans les livres peut être actualisée et modifiée bien plus rapidement que l'ADN. Il nous a fallu plusieurs millions d'années pour évoluer à partir des grands singes. Pendant cette durée, quelques millions de bits de l'information contenue dans l'ADN ont dû être modifiés, de sorte que le rythme de l'évolution biologique chez nous est d'environ 1 bit par an. En revanche, 50 000 nouveaux livres sont publiés chaque année en anglais, soit de l'ordre de 100 milliards de bits d'information. Bien sûr, la majeure partie de cette information n'a pas d'intérêt et n'est utile à aucune forme de vie. Mais malgré cela, le taux de croissance de l'information utile est des millions, voire des milliards de fois plus grand que celui de l'ADN.
Cela signifie que nous sommes entrés dans une nouvelle phase de l'évolution. L'évolution a d'abord procédé par sélection naturelle, à partir de mutations au hasard. Cette phase darwinienne a duré 3,5 milliards d'années et nous a produit, nous, êtres ayant développé le langage pour échanger de l'information. Mais dans les dernières dizaines de milliers d'années, a commencé une phase de transmission externe dans laquelle le stockage interne de l'information, celui de l'ADN, a été un peu modifié tandis que le stockage externe, dans les livres et autres supports, augmentait considérablement. Certains veulent réserver le terme « évolution » à la transmission interne du patrimoine génétique et le refuser à sa transmission externe. Cela me semble être une vue trop étroite. Nous sommes bien davantage que des gènes. Peu importe que nous soyons plus forts ou plus intelligents que nos ancêtres des cavernes, ce qui nous distingue d'eux est le savoir que nous avons accumulé pendant les 10 derniers milliers d'années, et particulièrement pendant les 3 derniers siècles. Je pense qu'il faut avoir une vision plus vaste et inclure la transmission externe d'informations à celle par l'ADN comme moteur de l'évolution. L'échelle de temps de l'évolution pour la transmission externe d'informations est celle qu'il faut pour engranger l'information. Cela a longtemps été des siècles ou des millénaires. Maintenant, c'est de l'ordre de 50 ans ou moins. Mais les cerveaux qui nous permettent de traiter cette information ont quant à eux évolué à l'échelle de temps darwinienne, en centaines ou en millions d'années. Et cela commence à poser des problèmes. Au XVIIIe siècle, il était encore possible de prendre connaissance de toute la littérature publiée. Aujourd'hui, à raison d'un livre par jour, il faudrait quelques dizaines de milliers d'années pour lire tous les livres de la Bibliothèque nationale. Et avant que vous n'ayez terminé, d'autres livres auraient paru. Cela signifie que l'on ne peut à peu près maîtriser qu'un tout petit domaine du savoir humain. Les gens doivent ainsi se spécialiser dans des champs de plus en plus étroits. On ne pourra continuer éternellement à augmenter exponentiellement la quantité de connaissances. Une autre limite pour les générations futures est que nous avons gardé les instincts agressifs de notre ancêtre préhistorique. L'agressivité dans la lutte physique avec d'autres hommes ou la conquête des femmes et de la nourriture a été jusqu'à présent un avantage en matière de survie. Mais elle pourrait aujourd'hui détruire l'espèce humaine et la quasi-totalité de la vie sur Terre. La guerre nucléaire est toujours le danger le plus immédiat, mais il y en a d'autres, comme la dissémination de virus génétiquement modifiés ou l'emballement de l'effet de serre. Nous n'avons pas le temps d'attendre l'évolution darwinienne pour nous rendre plus intelligents ou plus sages. Nous sommes entrés dans l'ère de l'auto-évolution, dans laquelle nous pouvons nous-mêmes modifier notre propre génome. Nous avons séquencé ce génome, avons dressé la carte de ce livre de la vie, et nous pouvons désormais y apporter des corrections. Elles seront dans un premier temps réservées à la réparation des erreurs génétiques, comme la mucoviscidose ou la dystrophie musculaire, qui sont contrôlées par un seul gène et assez faciles à identifier et à corriger. D'autres qualités comme l'intelligence, probablement contrôlée par un grand nombre de gènes, seront plus difficiles à comprendre, mais je suis certain que dans le siècle à venir, on parviendra à agir sur l'intelligence et à modérer les instincts agressifs. Des lois interdiront l'ingénierie génétique sur les humains, mais certains ne résisteront pas à la tentation d'augmenter la taille de notre mémoire, notre résistance aux maladies ou notre durée de vie. L'apparition de ces hommes augmentés posera de redoutables problèmes politiques de cohabitation avec des hommes non augmentés. Il est probable que ces derniers disparaîtront inéluctablement et qu'apparaîtra une nouvelle espèce d'hommes capable de se modifier eux-mêmes à un rythme accéléré. Si l'espèce humaine parvient à se réinventer, à réduire ou à éliminer ces risques d'autodestruction, elle va sans doute se répandre et coloniser d'autres planètes et d'autres étoiles. Cependant, la durée des voyages spatiaux est un gros obstacle pour les formes de vie chimique comme la nôtre, basées sur l'ADN. Notre durée de vie est trop courte pour de tels voyages. Selon la théorie de la relativité, rien ne va plus vite que la lumière, de sorte qu'un petit aller-retour vers l'étoile la plus proche prendrait au minimum 8 ans, et plus de 100 000 ans vers le centre de la galaxie. Dans les histoires de science-fiction, cela se résout à coups de plis d'espace-temps ou de voyages dans d'autres dimensions, mais je crains que cela soit impossible quel que soit le degré d'intelligence que nous atteindrons.
La relativité stipule aussi que si l'on va plus vite que la lumière, on remonte le temps, ce qui poserait, pour le coup, des problèmes de logiques insolubles, à cause de la possibilité de modifier son propre passé ou de rencontrer des touristes venus du futur pour observer les êtres rétrogrades que nous serions à leurs yeux. Il est peut-être possible de s'en remettre à l'ingénierie génétique pour fabriquer une vie à base d'ADN capable de durer quelques milliers d'années, mais la méthode la plus simple et accessible dès aujourd'hui serait d'envoyer des machines dans l'espace. Elles n'auraient pas de problème de survie et, arrivées près d'une autre étoile, pourraient atterrir sur une planète et y prélever les matériaux nécessaires pour se reproduire et repartir vers d'autres étoiles. Ces machines seraient une autre forme de vie, à base de composants mécaniques et électroniques plutôt que de macromolécules. Elles pourraient finalement remplacer la vie à base d'ADN, de même que cette dernière a remplacé les formes de vie plus primitives. Quelles sont nos chances de trouver d'autres formes de vie en explorant la galaxie? Si l'échelle temporelle d'apparition de la vie sur Terre n'est pas exceptionnelle, il devrait y avoir de nombreuses étoiles entourées de planètes où la vie est apparue. Certains de ces systèmes stellaires ont pu se former 5 milliards d'années avant la Terre. Pourquoi alors notre galaxie ne fournit-elle pas de formes de vie biologiques ou robotisées? Pourquoi la Terre n'a-t-elle pas encore été visitée ou colonisée? Soit dit en passant, je suis persuadé qu'aucun ovni transportant des extraterrestres intelligents n'a atterri chez nous. L'événement aurait été très spectaculaire et sans doute très désagréable. Alors pourquoi personne n'est-il venu nous rendre visite? Il se peut que la probabilité d'apparition de la vie soit si faible que la Terre soit la seule planète où cela s'est produit. Il se peut aussi que la vie soit apparue ailleurs et ait évolué jusqu'à former des cellules, mais pas une vie intelligente. Nous sommes habitués à voir la vie intelligente comme l'aboutissement inévitable de l'évolution, mais nous n'en avons aucune autre preuve que nous-mêmes. Le principe anthropique devrait nous inciter à nous méfier de tels raisonnements. Il est plus probable que l'évolution est un processus aléatoire, dont l'intelligence n'est qu'un des résultats possibles. On n'est même pas certain que l'intelligence ait une valeur adaptative en matière de survie. Les bactéries et autres êtres unicellulaires qui survivront quoi qu'il arrive aux autres formes de vie sont mieux dotés que nous de ce point de vue. Peut-être l'avènement de l'intelligence était-il très peu probable dans l'évolution de la vie sur Terre. Il a fallu beaucoup de temps, 2,5 milliards d'années, pour passer de la cellule unique à l'organisme multicellulaire, qui est le précurseur obligé de l'intelligence. Le Soleil aurait fort bien pu s'éteindre avant que l'intelligence n'apparaisse, ce qui est un signe de sa faible probabilité. Dans ce cas, on peut s'attendre à trouver beaucoup d'autres formes de vie dans la galaxie, mais pas de vie intelligente. Une autre façon pour la vie de ne pas développer de l'intelligence est d'être éradiquée par la chute d'une comète ou d'un astéroïde. On a observé en direct en 1994 le spectaculaire impact de la comète Shoemaker-Levy avec Jupiter, et l'on soupçonne un corps bien plus petit, il y a 66 millions d'années, d'être responsable de l'extinction des dinosaures. Seuls quelques petits mammifères ont survécu, mais la plupart des gros animaux ont disparu. On ne connaît pas exactement le rythme de ces collisions, mais il semble qu'une moyenne de 20 millions d'années soit raisonnable. Cela voudrait dire que la vie intelligente sur Terre s'est développée parce que, par chance, il n'y a pas eu de collision d'astéroïdes au cours des derniers 66 millions d'années. D'autres planètes dans la galaxie sur lesquelles la vie a pu se développer n'ont peut-être pas eu cette chance. Une troisième possibilité serait que l'apparition de la vie soit assez commune, de même que son évolution en êtres intelligents, mais que cette vie intelligente en vienne à se détruire elle-même. J'espère sincèrement que cela ne s'est jamais produit. Je préfère une quatrième possibilité. Il existe d'autres formes de vie intelligentes dans l'univers, mais elles ne nous ont pas repérées. En 2015, j'ai été impliqué dans le lancement de Breakthrough Listen Initiatives, programme d'exploration scientifique et technologique d'une durée de 10 ans. Il comprend la recherche de vie extraterrestre en ondes radio et des heures d'observation avec les radiotélescopes les plus performants, avec un budget généreux. C'est à ce jour le plus grand programme de ce type. Breakthrough Messages est une compétition internationale pour trouver le meilleur message à envoyer à une civilisation extraterrestre.
Mais si l'on capte un jour des réponses aux messages envoyés par ce programme, j'espère que notre civilisation aura eu le temps d'évoluer un peu. Rencontrer une civilisation plus avancée que la nôtre nous mettrait dans la position peu enviable des Indiens d'Amérique vis-à-vis de Christophe Colomb. S'il existe ailleurs une vie intelligente, ressemblera-t-elle à la nôtre? Y a-t-il vraiment une vie intelligente sur Terre? Plus sérieusement, s'il existe une vie intelligente ailleurs, elle doit être très éloignée de nous, sans quoi elle nous aurait déjà rendu visite. Et nous nous en serions aperçus, car cela aurait été aussi dramatique que dans le film Independence Day.